Merci, Annie. Alors, est-ce que je suis une personne transdisciplinaire? Je vous pose la question parce que je viens de l'extérieur de votre cursus et que grâce à Mirella, il y a eu une pénétration du cadre de la transdisciplinarité universitaire puisque je suis de l'extérieur de vos disciplines de l'université. Donc, je voulais mettre la table là-dessus. Et aussi, j'ai un plan, mais je ne l'ai pas écrit, donc vous allez être obligé de sortir de la structure visuelle d'un plan habituel. Donc, le plan de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est de modèle de gouvernance, donc de l'importance de l'autogouvernance individuelle dans le contexte numérique. On vient d'en avoir un bel aperçu. Donc, je vais aborder les modèles de gouvernance, je vais aborder la fascination pour l'intelligence artificielle et les apprentissages profonds de l'être humain que nous étudions dans le programme Le Créateur, qui sont basés sur 6 états d'intelligence et 3 degrés de sensibilité, et comme contrepoids à l'ordre marchand. Voilà le programme. Donc, les modèles de... oui, c'est ça. On va parler après. Les modèles de gouvernance, en fait, j'avais envie de commencer avec ça parce que, dans le fond, nous avons depuis toujours été gouvernés parce que nous avons eu besoin d'être gouvernés, puisque la conscience humaine, étant ce qu'elle est, un peu étroite, a besoin de guides. Alors, qu'est-ce qui nous a guidés au fil du temps? Bien évidemment, on est parti d'une gouvernance religieuse et nous sommes arrivés à une gouvernance de la raison comme valeur objective dite scientifique. Nous avons vécu l'instauration dans nos universités du droit canon, ce qui a été le socle de nos universités, et nous sommes arrivés avec le siècle des Lumières à la société de droit. Donc, nous sommes partis d'un directeur de conscience invisible à une analyse logique des phénomènes visibles liés à une science matérialiste. En droit, on dirait nous sommes passés de l'esprit des lois à la lettre de la loi. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'avec le temps, depuis le siècle des Lumières, l'herméneutique a progressivement été évacuée du champ du droit et qui fait que l'herméneutique, c'est vraiment la science de l'interprétation des textes sources. Et puis, donc, à l'époque, la source du droit, c'était l'intention de l'auteur de la loi. Et aujourd'hui, c'est la lettre de la loi qu'on préconise à travers une grille de techniques de normes. Et il y a beaucoup de gens du domaine juridique qui se plaignent de cette diminution, disons, des champs classiques du droit. Et donc, pour terminer, pour résumer ça, on est passé d'un code moral religieux comme guide à un code d'éthique pragmatique. Ce qui fait qu'au fil du temps, nous n'en sommes jamais arrivés vraiment à définir l'humain dans nos institutions. Pourquoi? Parce que en évacuant tout un pan de l'être humain qui est son esprit, bien, on se retrouve, comme je viens de le dire, avec la lettre, c'est-à-dire des opérations, des calculs, des mesures très visibles. On parle de l'être humain comme une personne visible et tous ces paramètres invisibles sont laissés pour compte généralement dans nos institutions, ce qui fait qu'on se coupe des dimensions qui le connectent depuis toujours à la nature, qui le relient au cosmos, en tant que partie de direction de la conscience. On se laisse beaucoup guider en tant qu'être humain par ces champs, la nature, le cosmos. Et donc, les conséquences de ça, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme a glissé du droit naturel qu'elle était, c'était un droit français, vers le droit coutumier anglo-saxon, qui est beaucoup plus proche de la lettre que de l'esprit. Ce qui fait que nos chartes nos chartes des droits et libertés individuelles, aujourd'hui, défendent plutôt la coutume. Donc, la coutume, c'est la mémoire, c'est le passé, ce sont les sentiments qui viennent avec. Donc, le monde visible, la lettre, et non l'essence de l'être, c'est-à-dire sa créativité, son esprit, sa sensibilité. Aujourd'hui, en termes de gouvernance, on s'approche d'une gouvernance presque numérique avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ça a démarré dans les années 50 avec le père de la cybernétique, Norbert Wiener. Son credo à lui, c'était « Plus jamais nous ne devons vivre la Deuxième Guerre mondiale. » Sa famille a été victime de l'Holocauste. Donc, lui, il a décidé à ce moment-là que l'être humain était dangereux parce qu'il est imprévisible. Et c'est ça qui a forgé
sa motivation de pousser la science de la cybernétique, la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine. Et comme il a été propulsé par la défense américaine dans les universités, c'est vraiment ça qui l'a qui a été subventionné, ni plus ni moins, il est éventuellement arrivé à une certaine crainte, c'est-à-dire il a constaté qu'un fascisme reposant sur des machines à gouverner pouvait être potentiellement réalisable. Et là, bien évidemment, toute sa fibre de victime de l'Holocauste a renchéri sur plus de désir de prévisibilité pour contrôler l'être humain que nous sommes. Il a été l'instigateur de la conférence Messie. Donc, ça, c'était qu'il a, dans le fond, interpellé toutes les sciences humaines dans les universités afin, justement, de développer davantage les champs d'études sur le comportement, principalement ce qui concerne la prévisibilité de l'être humain. Donc, les psychologues, les sociologues, les philosophes, et éventuellement les politiques se sont penchés sur cette question lors de cette période de l'histoire des universités. Donc, on étudie encore une fois la mémoire, le passé, ce qui fait qu'on peut prévoir le futur. Et donc, on s'est à nouveau épargné de définir l'homme et sa conscience créative à ce moment-là. Et nous sommes passés du droit moral de la religion à l'éthique du droit et aujourd'hui à l'utilitarisme cybernétique. Ça veut dire que l'esprit n'est plus un sujet, le sujet sera un objet. Je suis désolée, ce n'était pas la bonne nouvelle du jour. J'essaie de trouver quelque chose de mieux. Alors, le numérique, aujourd'hui, il y a encore des craintes. Évidemment, vous avez sûrement entendu parler du moratoire qui a été demandé par les chercheurs en intelligence artificielle à l'effet que, justement, les lois en ce moment, ne protège pas les droits humains puisque l'intelligence artificielle se développe à une vitesse telle que le droit n'arrive pas à suivre le courant. Et ce qui a fait dire un jour à Elon Musk, l'intelligence artificielle est plus dangereuse que le nucléaire. Il y a aussi un programme un petit peu troublant qui s'appelle le bionumérique aujourd'hui et demain. C'est Horizon Politique Canada qui s'occupe de ça. Et donc, on voit apparaître ici l'élimination progressive de l'humain naturel à travers les études qu'ils font sur l'idée de fusionner. En fait, ici, c'est la fusion entre systèmes biologiques et technologies numériques, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'étudier toutes sortes de scénarios en ce moment dans ce projet, à savoir comment on peut intégrer de la technologie dans l'être humain et comment une intelligence artificielle pourrait bénéficier de génomes. Donc, depuis les 20 dernières années, à une vitesse hallucinante, on a développé la technologie et le génome, on a fait ces études-là, et on essaie d'en faire bénéficier une nouvelle version de l'humanité, une humanité augmentée. D'où l'importance de l'autogouvernance individuelle dans le contexte numérique pour justement éviter cette chimère. Alors, la fascination pour l'univers numérique a créé une chimère. Et donc, c'est l'intelligence artificielle et l'humain augmenté. Et c'est un projet qui sert principalement une petite partie de la société qui est extrêmement préoccupée par l'accroissement du capital. C'est la raison pourquoi on en arrive à ça aujourd'hui. Ce n'est pas inévitable, mais il y a des gens qui tiennent énormément à ce projet parce que c'est la seule façon dont la société peut continuer à poursuivre l'accroissement du capital aujourd'hui. Et ce projet de société, s'il y a projet de société, on nous l'offre en tant que consommateur pour notre confort, notre facilité, l'accessibilité, la mobilité. Et ce projet de société est annonciateur d'une disruption sociale, on la voit déjà, et disruption du modèle humain vers une nouvelle créature. Et donc, je viens de le dire, l'innovation, c'était le fer de lance du capital. Et depuis la Renaissance, on a évolué vers des objets de plus en plus petits pour une efficacité de production de plus en plus rapide. Et l'objet le plus petit qu'on peut obtenir aujourd'hui pour une production plus rapide, c'est de se mettre des puces dans le corps pour être un humain augmenté, donc plus performant et donc capable de continuer le projet de l'accroissement du capital. La conséquence, c'est que le sujet, ici, le sujet humain, devient son propre objet de consommation et d'enrichissement. Donc, il consomme des puces, il consomme des trucs technologiques pour s'enrichir, pour devenir plus efficace pour s'enrichir, et de là, tourne la roue.
dans un cercle vicieux de dépendance matérielle et il perd son pouvoir d'intention sur sa vie. Faute d'esprit, c'est un pouvoir autre qui décide pour lui, un fabricant, un gouvernement, etc. Alors, la fascination pour le métavers qui élimine le sujet. Donc, le métavers, en fait, c'est l'idée que l'intelligence artificielle peut décider à la place d'un être humain de la meilleure probabilité pour son existence. On a vu hier les probabilités et puis j'étais très interpellée par cette question parce que ça peut générer des graves problèmes. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, ses directives relèvent de 2 états d'intelligence sur 6, et je vais vous en parler tout à l'heure, qui sont purement logiques et rationnelles. Donc, l'intelligence cognitive et l'intelligence déductive multipliées par 1000 face à celle de l'être humain, mais elle ne peut pas donner de directives en fonction d'autres paramètres que l'être humain possède. Donc, prévoir à partir des possibilités connues fait main basse sur les états supérieurs d'intelligence humaine, ce qui met en péril l'évolution d'un individu. Pour nous, s'autogouverner, ça veut dire, en fait, décider pour soi. Et ça veut dire comment on peut nous-mêmes prévoir notre vie. C'est sûr qu'on a les mêmes paramètres. L'intelligence cognitive et déductive nous permet d'analyser d'une façon logique des possibilités pour nous-mêmes. Mais surtout, il y a les accidents de parcours, la synchronicité, le fait de se tromper. Tout ça fait partie des apprentissages profonds d'un être humain pour qu'il puisse développer son pouvoir d'intention sans craindre de faire le mal. Et là, je réfère à Norbert Wiener, qui craignait que l'imprévisibilité de l'être humain fasse encore le mal, provoque encore des guerres, peut-être, mais l'imprévisibilité de l'être humain est aussi toutes ces composantes profondes qu'il ne contrôle pas, et tant qu'il ne les contrôle pas, il ne peut pas diriger sa conscience de façon cohérente. Et c'est pourquoi nous avons tout intérêt à poursuivre nos apprentissages profonds. Mirella parlait de ça hier, les apprentissages profonds. Au niveau de la psychologie évolutionnaire, c'est vraiment le centre de l'étude qui se fait à travers 3 degrés de sensibilité et 6 états d'intelligence qui nous permettent de comparer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Le programme de psychologie évolutionnaire, le créateur, il est destiné au développement de l'être, non pas comme une spiritualité, justement, ni comme une croyance, parce qu'on ne réfère pas l'être essentiel ne peut s'appuyer sur son passé dans le contexte des apprentissages profonds, ni sur des croyances. C'est donc une étude qui nous permet d'aller dans toutes les dimensions de la conscience. C'est donc naturellement un programme transdisciplinaire qui a été créé et qui fonctionne en dehors des disciplines universitaires. La prémisse de ce programme, c'est que l'être humain peut exister à la fois comme sujet auprès de son objet d'étude, mais à condition qu'il développe justement sa clarté d'intention, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à se gouverner, donc de gouverner sa propre conscience sans se réduire à une marchandise. Donc, ici, je vais vous parler des états d'intelligence. En fait, il y en a 6. Nous avons défini 6 états d'intelligence à travers le programme et 3 niveaux de conscience. Donc, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive, déductive, intuitive, quantique et libre. Évidemment, toutes ces intelligences ont déjà fait l'objet d'études de nombreux chercheurs. Donc, c'est à partir de toutes ces définitions que nous avons ajoutées dans notre programme en 2020, ces états d'intelligence, justement dans le contexte du numérique, afin de pouvoir offrir un outil de mesure de gradation dans le développement de son propre apprentissage profond. Et ça nous amène à la verticalité. On a parlé beaucoup hier de sujets, d'objets comme étant à l'extérieur de soi. L'environnement en fait partie. Mais les apprentissages profonds de l'être essentiel se font à la verticale, profondément dans toutes les dimensions jusqu'au niveau d'intelligence supérieure. Le pouvoir d'intention d'un être qui apprend ces 6 états d'intelligence, il est déterminé par la source de connexion des neurones. À quoi le cerveau va se brancher? On a 3 choix ici. Donc, l'humain naturel, qui a toujours connecté ses neurones à la nature, il évolue dans une dynamique analogique. Le transhumain qui va connecter ses neurones aux technologies, tout comme l'intelligence artificielle, donc dans une dynamique numérique, et le suprahumain
qui, lui, va connecter ses neurones justement à ses énergies internes et les plus subtiles et les plus profondes. Et c'est là qu'il va fusionner les 6 états d'intelligence qui va lui permettre d'embrasser la vie comme un tout et qui va lui donner beaucoup plus de cohérence, à son pouvoir d'intention, au-delà du bien et du mal. Donc, on n'est plus dans la notion d'avoir peur de faire le mal quand on est dans une cohérence. Nous sommes donc, vous l'avez deviné, au carrefour de notre destin humain avec l'avènement de la cybernétique. Donc, notre fascination pour elle a provoqué malheureusement un surfinancement des apprentissages profonds des machines et de leur application et un sous-financement dans nos écoles de l'être humain. Donc, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et puis, avec le temps, la partie d'études en psychologie, la partie d'études de la prévisibilité du comportement a été tellement poussée qu'on en est aujourd'hui à la fabrication du consentement de l'esprit par l'exploration de narratifs qui peuvent être de censure, ce qui rend la société dorénavant prévisible à l'égal de la machine. Donc, il y a une certaine volonté, il y a un pouvoir d'intention quelque part qui veut s'assurer que l'être humain va rester prévisible. Et dans nos facultés d'université, il y a aussi cette même recherche, cette même démarche, puisqu'elle a été propulsée il y a plus de 50 ans par Norbert Wiener et qu'elle se poursuit par intérêt, puisque l'intelligence artificielle, qui est, elle, seulement prévisible, est aussi le moteur de la richesse qui fait que nos universités sont financées aussi par ces projets d'intelligence artificielle. La conséquence potentielle de tout ça, c'est l'annulation de l'intention humaine, individuelle, qui est remplacée par une pensée automatisée. On connaît très bien maintenant ChatGPT, qui est seulement basée sur de la programmation, au fond, du passé, qui peut seulement programmer de la prévisibilité, bien que ce soit joli et impressionnant. Et donc, oui, parfait. Alors, nous avons le consommateur, au final, travailleur que nous sommes, brime le citoyen humain. Le consommateur aujourd'hui est obligé d'adhérer à ce nouveau modèle de civilisation pour structurer sa vie, mais aussi pour gagner sa vie. Pour faire partie du monde, il doit céder son expression au pouvoir du langage à des algorithmes, son consentement sur ses choix ou le pouvoir d'intention de sa conscience et son inventivité ou sa sensibilité. Pourquoi ne pas céder à l'intelligence artificielle? Eh bien, Norbert Wiener avait raison. L'humain n'est pas fiable, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas prévisible, c'est parce qu'il n'est pas cohérent. Et il n'est pas cohérent parce qu'il n'a pas la gouverne de sa conscience. Et pour éviter qu'il s'annule devant justement cette fascination pour l'humain augmenté, il a intérêt à apprendre, à comprendre ce qui distingue sa propre intelligence de celle de l'intelligence artificielle. Il a intérêt à poursuivre ses apprentissages profonds sans séparer le sujet de l'objet et à augmenter non pas sa réalité numérique, mais sa sensibilité. Rapidement, la sensibilité, c'est en fait, nous sommes une antenne qui capte des signaux d'information de différentes dimensions. Et puis, ça nous amène à développer des compétences supérieures. Et plus on développe, plus on accroît notre sensibilité, plus on donne de la puissance à notre antenne. Et plus cette antenne est puissante, plus le signal source est clair. Donc, votre intention devient claire et donc, c'est pourquoi vous devenez plus cohérent avec vos décisions. Je vous ai parlé de l'interprétation de l'auteur d'une loi. Bien, on est un peu dans le même ordre d'idée ici, c'est que vous devenez votre propre guide à l'intérieur de grâce à cette sensibilité. Donc, le rôle de l'intelligence émotionnelle dans notre destinée future est crucial parce que c'est elle qui va nous permettre de déterminer les choix entre devenir un transhumain ou un suprahumain. C'est-à-dire, si l'intelligence émotionnelle sert les sentiments, c'est-à-dire la programmation, la mémoire, le passé, la prévisibilité, eh bien, l'humain est appelé à être remplacé par l'intelligence artificielle dans beaucoup de champs. Et si l'intelligence émotionnelle sert la sensibilité, c'est-à-dire l'imprévisibilité, la créativité, eh bien, l'humain retrouvera son esprit, la puissance de sa conscience et il va en découler justement une cohérence qui va générer une neutralité sujet-objet. Il n'y aura plus de doute dans le sujet. Donc, c'est ainsi que le suprahumain développe des compétences qui ne font pas appel à la programmation et on déplace ici le sujet et l'objet, comme dirait Bergson, dans une inventivité sur la même invariabilité du réel. Et l'autogouvernance en question, bien, elle fait fi de toute autocensure, puis elle nous permet de contrôler notre destinée, notre pensée, notre destinée.
Et l'humain peut influencer le monde au-delà de ses intérêts financiers s'il apprend justement à s'autogouverner individuellement et ensuite collectivement dans l'environnement et devenir cohérent par rapport aux signaux d'information qui lui donnent une direction. L'autogouvernance individuelle, c'est le contrepoids de l'ordre marchand. L'ordre marchand, en ce moment, est en train de déposséder le vivant et à travers le fait qu'il veut justement augmenter la réalité de l'humain ou de la nature et par la désacralisation du corps, de la biologie, il brevette, il a même mise par des brevets sur une réalité qu'il veut artificiellement augmenter. Alors, l'autogouvernance, elle, c'est la solution, c'est le contrepoids si on ne censure pas les multiples dimensions de l'être et qu'on ouvre les institutions à cette proposition. Donc, on devient un contrepoids à l'environnement bio-numérique qui, lui, devient hostile aux vivants et aux droits naturels. Ici, j'invite les facultés de psychologie, de droit, de sciences humaines. Pourquoi ne pas faire une conférence Messi en 2025 sur l'intelligence humaine comme Norbert Wiener en a fait une sur l'intelligence artificielle et la prévisibilité. Pourquoi ne pas valoriser une conférence Messi avec l'imprévisibilité de l'être humain? Je lance un appel à tous. Ça pourrait permettre aux étudiants de nouvelles alternatives et remettre l'esprit devant la lettre pour que l'intelligence humaine conserve sa première place. Donc, en conclusion, au droit naturel de redéfinir l'homme de la Déclaration universelle, d'en protéger l'essence et non plus la mémoire, de valoriser la cohérence intrinsèque de l'humain naturel par ses apprentissages profonds, donc au travailleur consommateur de faire son chemin lui aussi, de ne pas consentir à toutes les facilités technologiques, de prendre conscience que le projet transhumain, il a beaucoup de limites, et de s'inventer de l'intérieur, d'aller dans ses apprentissages profonds. Voilà cette vision du monde où le sujet objet connaît la neutralité et ce qui atteste l'importance de cette transdisciplinarité dans l'autogouvernance individuelle dans le contexte du numérique. Ça devient extrêmement pertinent, cette transdisciplinarité, et proposer les apprentissages de l'être humain, de l'intelligence humaine, serait aussi une révolution dans la direction de notre conscience en tant que station de la permanence du moi. Merci.